Sans un bon diagnostic, sans savoir d'où on part, on ne peut pas savoir où on va. Mais est-ce que tu sais réellement ce que veut dire la récupération ? La charge, ce qui est volume d'entraînement, la durée, l'intensité, comme ça qu'on se retrouvait avec des gens qui arrêtaient pendant 3 semaines, voire plus, qui reprenaient, ça faisait encore plus mal, et en gros ça devenait chronique. On sera toujours aussi fort que son maillon le plus faible. En escalade, les blessures, c'est quand même monnaie courante. Parfois pas assez pour t'arrêter, mais suffisamment pour te gêner dans ta pratique, voire dans ton quotidien. Pour cet échange, je suis accompagné de Sylvain Van der Isten, qui a la double casquette kiné du sport plus ostéopathe. Il est spécialisé dans l'escalade, il fait notamment partie du staff médical de l'équipe de France de para-escalade. Donc il connaît plutôt bien les problématiques liées à l'escalade. On est parti d'un cas classique, une douleur au coude. Bien sûr, comme tout mon podcast, on a un petit peu dérivé. Et l'idée, c'est de t'aider à comprendre un peu comment ton corps fonctionne et savoir comment adapter derrière. Coucou Sylvain, aujourd'hui j'ai mal au coude ici, là, juste le point là. Déjà, je crois que ça s'appelle le tennis elbow, le golf elbow, je sais pas, j'en sais rien, j'ai vu sur internet, il y en a dans tous les sens, je comprends rien. Du coup, j'ai mis de la glace. Puis après j'ai mis un peu de percussion aussi, tu vois, j'ai vu avec les pistolets de massage. Ouais, j'ai vu que ça marchait des fois, je me suis dit je vais tenter. J'ai l'impression que ça me fait du bien. Bon, ça fait mal sur le coup, mais voilà. Et du coup après je suis allé voir un ostéo, il a fait 2-3 trucs, j'ai pas trop compris et ça allait mieux. Puis après j'ai recommencé à grimper et puis j'ai mal. D'accord. Est-ce que tu as été voir un médecin ? Est-ce qu'on t'a posé un diagnostic ? Non. Non, mais en vrai, le médecin du sport, il est loin. Puis en plus, à chaque fois que j'y vais, il est en retard. Franchement, ça fait chier, quoi. Alors, effectivement, ça peut être... C'est très cliché, je sais, mais je vous connais, les grimpeurs. Effectivement, comme tu dis, c'est très cliché, mais en même temps, c'est important d'avoir un diagnostic. Surtout si tu as déjà fait plusieurs séances d'ostéo et que ça n'a pas résolu le problème. Ça pourrait être pas mal d'avoir un avis médical. Oui, donc malheureusement, il va falloir patienter un peu pour avoir ton rendez-vous. Bon voilà. Compris pourquoi ça va pas mieux. Voilà, sans un bon diagnostic, sans savoir d'où on part, on peut pas savoir où on va. Dans n'importe quel sport, mais surtout en grimpe, le corps a une certaine capacité. Toi, tu vas lui mettre une charge d'entraînement ou même dans la vie de tous les jours, donc ça c'est un peu tout ce qui est contexte. Mais en gros, si ta capacité elle est là et puis que tu lui claques un volume comme ça va jamais marcher en fait. En vrai, ça va, je grimpe que 4 fois par semaine et je fais 2 heures de séance. Normal quoi, tout le monde fait ça. Ouais. Et ta récup, voilà, c'est après on peut parler de certaines choses. La récup, je fais un peu de renfort, de mobilité à côté. Enfin, je fais des tractions, tu vois, parce que j'ai envie d'être meilleur quoi. Et puis mobilité, je travaille le grand écart, c'est important, tu vois. Donc je fais pas mal de trucs. Puis je cours aussi à côté, tu vois. D'accord. Ah, tu fais beaucoup de sport à côté. Ouais, mais j'ai envie de performer, tu sais. Du coup, là, j'ai envie de faire toutes les noires de la salle, tu comprends. Ouais. Beaucoup de projets. Mais est-ce que tu sais réellement ce que veut dire la récupération ? Dormir, c'est pas mal, non ? Ouais, c'est pas mal. Après, faire des siestes ? Ouais, on reste toujours dans le sommeil et sa qualité. Non, par ça, non, je vois pas. Ouais. Alors, en fait, c'est un trépied. C'est sommeil, équilibre alimentaire et hydratation. Ok. Ouais, voilà. La bière, ça compte en fin de séance vu que... L'alcool déshydrate, même à degré alcoolique moindre, mais ça, faut le savoir. Et en fait, comme je disais, c'est un trépied. Tu vires un trépied, forcément, ça va être beaucoup moins stable. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir plus facilement que d'autres. Bon, on n'est pas tous égaux sur le sommeil. On peut faire des choses, mais ça peut être un peu plus compliqué. L'équilibre alimentaire, c'est peut-être un peu plus simple d'agir là-dessus. Ouais, c'est important du coup pour les tendinopathies du coup. Exactement. Et puis surtout l'hydratation. L'hydratation, ça c'est plus facile. Ta gourde, hop, tu la siffles sur la journée régulièrement. Non, donc ça c'est important parce qu'en gros ça va faire 80% de ta récupération. Et le reste, ça va être la gestion de ton volume d'entraînement, donc dans le temps et dans la charge. Ouais, donc ce qui est plutôt intensité, pas faire tout le temps des séances Projet Max, c'est ça ? Ah bah oui. Dis pas ça comme si c'était normal, tout le monde fait ça dans la salle. Et donc là, tu me dis, il faut que j'aille voir un médecin pour faire une échographie, c'est ça ? Alors, c'est le médecin qui décidera en fonction des signes que tu auras. Mais pourquoi pas, oui, effectivement, faire radio, échographie et compagnie. S'il en a besoin pour affiner le diagnostic, il te le proposera. Et une fois que le diag est posé,
retour à la case, par exemple kiné, où là, le kiné va te faire un bilan, va tester ta mobilité, ta force musculaire. Alors, on peut utiliser, si on a des dynamomètres de force, genre Tyndec, chez les grimpeurs, c'est assez connu. Ouais. Mais l'idée, c'est de voir si tu as une bonne mobilité. Alors, pas forcément du coude, ça peut être aussi l'épaule, ça peut être les cervicales, ça peut être les tâches thoraciques, enfin, corps complet, j'ai envie de dire. Tout ce qui est impacté par la sédentarité, en fait. Aussi. Et puis après, c'est tester un petit peu la force musculaire pour voir s'il n'y a pas un déséquilibre quelque part. Bien souvent, ça faudra le travailler dans un deuxième temps. Donc là, je suis allé chez le kiné, je me suis fait remballer parce que j'avais pas de diagnostic du médecin. Ça tombe bien, Sylvain est aussi ostéo. Qu'est-ce qu'il peut faire en tant qu'ostéo pour mon souci? Bonjour Sylvain, j'ai mal au coude depuis... franchement, ça fait 3 semaines, j'ai fait des séances dans tous les sens, ça allait plutôt bien, ça s'en va, ça revient. Et du coup, l'idée, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là en tant qu'ostéo pour mon petit souci? En tant qu'ostéo, comme on n'est pas soumis à prescription... YOLO voilà. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même des règles. Donc en gros, je vais te tester et voir s'il y a des tests qui seraient positifs. Et si en gros il y en a trop, c'est pareil. Je peux être amené à réorienter vers le médecin. Donc j'ai presque envie de dire... Mais est-ce qu'à court terme, tu peux faire quelque chose qui fait que j'ai moins mal, tu vois? Alors, s'il y a une problématique plutôt mécanique... Pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu, c'est quoi une problématique mécanique, par exemple? C'est une perte de mobilité sur une articulation, par exemple. Sur le coude, c'est genre, je peux pas le tendre complètement parce que ça me fait mal? Alors, c'est plus subtil que ça. L'idée, c'est de tester, on va dire, articulation par articulation, voir si tout bouge correctement et de redonner de la mobilité à tout ça. Mais de façon passive. C'est l'ostéo qui va travailler sur le patient. Une fois que c'est fait... il faut réintégrer ça. Donc après, derrière, c'est le patient qui devrait faire des exercices de mobilité pour pouvoir l'intégrer au mieux. Mais on ne va pas régler la problématique de différence, de déséquilibre de force musculaire. Ça reste une partie qui peut être intéressante à travailler. Pour mon avis personnel, il faut compléter ça sur un traitement plus actif. Donc l'ostéo, si t'as mal, c'est cool sur le court terme. Ça peut être intéressant pour la thérapie manuelle, en fait. Donc là, ça tombe bien. On est 3 semaines plus tard. J'ai mon petit papier et j'ai fait une petite échographie. Et effectivement, on voit que... Alors ici, je pense que ça serait une... épicondylite. Il y a l'épitrocléite. Ça fait des noms de dinosaures, du coup. Un peu, donc c'est épicondylite médiale ou latérale. Latérale, c'est ce qu'on appelle le tennis elbow. Donc c'est vraiment l'extérieur du coude. Là. Tennis elbow, c'est celui-là. Et puis le golf elbow, c'est l'intérieur du coude. C'est vraiment les deux plus connus. Voilà. Et effectivement, il était dans le bouquin d'Aurélie Dutertre aussi, les blessures. Je crois que c'était les 2 ou 3. Il y en avait un troisième, je crois, qui mettait en avant. Et du coup, dans ces cas-là, ça veut dire, grosso modo, tendinite, donc normalement tendinopathie, pour les puristes maintenant. Ça veut dire qu'en gros, j'ai trop forcé. C'est ça, t'as mis une surcharge en fait, soit dans ton plan d'entraînement, soit dans le contexte de ta vie de tous les jours. Parce que le côté professionnel peut compter aussi. Genre je suis beaucoup assis à coder. Voilà. Même si t'es très sportif, t'as un métier qui est sédentaire. Donc ça compte. Après tu m'aurais dit je travaille dans le BTP, dans le bâtiment, et je soulève des sacs de 25 toute la journée. Ça peut aussi être lié au final. Ça va donner de la charge et du volume aussi supplémentaire. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça, c'est la première chose qu'on va demander au patient, comment il gère son stress mécanique, la charge, tout ce qui est volume d'entraînement, la durée, l'intensité, pareil, tout ce qui est contextuel, donc tout ce qui est en dehors de l'activité sportive. 2 heures à fond, 4 fois par semaine. Ça, c'est un peu trop. C'est un peu trop... ça dépend, en fait. Ça dépend. Les sportifs de haut niveau, ça poserait pas de problème, mais en gros, ils vont avoir une bonne récupération. Le plan de travail va être adapté à eux. Et puis voilà, ils ont la capacité qui est là pour absorber justement ce volume de travail-là. Quoique des fois, ils se blessent aussi, comme tout à chacun. Ça serait quoi la priorité pour quelqu'un qui a une épicondylite, justement ici déjà, c'est de irriter cette zone-là. Donc faire en sorte de diminuer le plus possible la douleur. Par exemple, en première intention, ça peut effectivement soulager, mais pas que, il y a d'autres techniques. On peut aussi faire du travail isométrique.
Donc, alors, par contre, isométrique, sur les tendinopathies, d'accord, mais sur une intensité qui va être relativement moyenne. Il ne faut pas commencer à aller travailler alors, je vais dire des gros mots, mais en overcoming, par exemple, où on va... Petite pause très rapide. Si tu as déjà vécu ce genre de problématique, tu sais à quel point une blessure peut devenir handicapante dans ta pratique sur le long terme. Personnellement, je considère la blessure comme le pire ennemi du sportif. Alors non, je ne prends pas en charge les grimpeurs qui sont déjà blessés, je laisse ça au kiné. En revanche, je travaille sur la prévention et la préparation de ton corps pour le mur et dans ton quotidien. Alors si aujourd'hui tu cherches à adapter ton entraînement, que tu sais pas forcément par où commencer, quels exercices choisir, ni comment les intégrer dans un agenda qui est peut-être assez chargé, ma mission c'est de simplifier ta préparation physique pour que tu puisses progresser sur le long terme sans te disperser ni te cramer. Tout est en description. On reprend avec Sylvain. Donc l'overcoming, en fait, c'est en gros, on va mettre le maximum de contraction donc en statique contre un plan qui est immobile, en fait. Hein, donc le plan ne va pas bouger. Par contre, vous allez venir pousser au maximum. Genre là, comme ça. Ouais, contre une table, contre un rack, enfin quelque chose qui bouge pas, quoi, un mur, voilà. Et en fait, un truc important aussi sur l'isométrique, c'est que ça doit pas ou peu déclencher de douleur. Oui. On doit rester sur un seuil qui est plus qu'acceptable en fait. Hein. Okay. Sur une échelle de 0 à 10, si c'est vraiment très irrité, on ne va pas dépasser 2 sur 10 par exemple. Okay. Si ça commence à s'irriter un peu moins, on peut essayer de monter un petit peu plus. Genre pas dépasser 4 sur 10 par exemple. Ce qui revient souvent dans ce genre de cas, c'est le fait de se dire ouais mais en fait je sais pas à combien je suis sur 10. Alors ça c'est justement aussi au thérapeute à expliquer aux patients, 0 c'est pas de douleur, 10 c'est une douleur insupportable. Moi j'utilise aussi une espèce de tableau chez les gens qui ont un peu du mal, avec des couleurs vert, orange, jaune, rouge, vert, orange, rouge. Et je leur dis à chaque fois, s'ils ont du mal, surtout vous restez dans le vert, il faut que ce soit vraiment limite gêne, mais une douleur très 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 acceptable. Dans le cas d'une tendinopathie, que ce soit l'épicondylite ou l'épitrocléite, juste des mouvements comme ça, juste le lever à vide, ça fait mal. Donc on va dire, de base sans rien faire, quasiment on est déjà à 7-8 sur 10. Donc dans ces cas-là, est-ce que c'est intéressant de le bloquer, de ne plus le faire bouger ? Non. Du tout. Okay, donc parce qu'en gros, si on met une immobilisation, c'est ce qu'on faisait avant, il y a longtemps, on disait surtout vous faites rien, vous bougez plus, voilà. Alors, ça a un danger, c'est que ça déconditionne la structure. Okay. Donc en gros, oui, effectivement, il y aura moins de douleur, mais le jour où vous allez recharger la structure, ça va être catastrophique. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouvait avec des gens qui arrêtaient pendant 3 semaines, voire plus, qui reprenaient, ça faisait encore plus mal, et en gros, ça devenait chronique. Là, sur des cas de figure comme ça, où c'est des douleurs élevées, le médecin il va proposer aussi des traitements médicamenteux, peut-être, voire plus, ça peut être même des infiltrations, mésothérapie, et c'est le côté médical qui décidera ça. En kinésithérapie, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a le côté physiothérapie, donc ça peut être du TENS, ça peut être de la T-Carc-thérapie, trapper ou mettre des K-tapes, des choses comme ça, pour dire de soulager, mais ça ne doit pas faire la totalité du traitement. Oui, c'est pas le palliatif en fait, ça c'est l'antidouleur. Ça peut être intéressant à mettre en place, mais il ne faut pas que ça représente 80% du truc, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Du coup, il y a un peu le message derrière de se dire, c'est pas parce qu'on a plus mal sur l'instant que c'est réglé. Exactement, parce qu'en fait, ça c'est pareil. Quand il va y avoir une tendinopathie, le tendon va être touché, ou les alentours. On regarde au microscope la structure, ça peut mettre jusqu'à 6 mois en fait, donc c'est long pour avoir un changement. Ok, c'est long, mais ça ne veut pas dire que la douleur, tu vas la traîner pendant 6 mois non plus. C'est, si tu suis une bonne rééducation et puis ça se passe bien, des fois il y a des aléas, c'est pas toujours plan, c'est plutôt les cours de la bourse parfois. En gros, c'est pas parce qu'on a plus mal, effectivement, qu'il faut dire c'est bon, j'arrête la rééduque, c'est tout. À l'intérieur, c'est peut-être pas encore forcément bien adapté. Ok. Donc, en termes de prévention, si on veut éviter d'avoir ce genre de soucis, on repart un peu sur un grimpeur qui grimpe depuis 2-3 ans, qui commence à arriver sur des prises qui commencent à serrer pas mal, donc forcément plus de contraintes, plus de charges parce qu'il grimpe 3-4 fois par semaine. Et ces séances sont toujours des séances du type je viens, je teste les nouveaux secteurs, j'essaye de sortir les blocs les plus durs. Là, en termes de prévention générale,
ça serait plus revoir la manière de grimper pour pas tout le temps être dans le rouge. C'est ça, c'est la gestion de son volume d'entraînement. Hein. Ouais. C'est parce que là, en fait, l'exemple que tu me parles, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'intensité. Ouais. Donc après, on arrive sur des notions de surentraînement. Ouais. En gros, c'est trop d'intensité, trop de volume temporel. Ouais. Donc trop de temps dans la sphère, la grosse voie ou du gros bloc, qui tabasse bien, quoi. Pas assez de temps de récup. On pourrait faire un parallèle avec les runners. La course à pied, ouais. Course à pied. J'adore ce parallèle-là. Voilà. Et puis ça tombe bien, moi aussi j'adore la course à pied. Donc en fait, on parle beaucoup d'endurance fondamentale. Ouais. Et grosso modo, en fait, chez les runners, on a plutôt tendance dans les entraînements à dire, allez, grosso modo, on fait 80% d'endurance fondamentale et 20% d'intensité. Oui. Et encore, dans l'intensité, on module. Oui. Et pas tout le temps à fond sur chaque séance, déjà, ça serait déjà pas mal. Il faut respecter son corps et l'écouter. Ouais. Puis après, on revient sur la prévention avec la récupération. Donc, allez, 80% de la récup, ça va être hydratation, équilibre alimentaire et sommeil. Ouais. Le reste, ça va être du contextuel. Donc, on parlait de la gestion de l'entraînement, du volume. Et puis après, quand on commence à être dans des trucs un peu plus pointus, c'est voir s'il n'y a pas une problématique de mobilité, oui. Une problématique de déséquilibre musculaire. Et puis de faire en sorte que ce soit équilibré au mieux, en fait. Ouais, et ça passe par un bilan, par du coaching, par exemple, des choses comme ça. Donc, pour revenir un petit peu sur les bases, voilà, je monte un peu la température. Cardio, un peu. Cardio, faire un peu de cardio, faire un peu du spécifique articulaire, de l'activation musculaire, puis après du spécifique sur le mur, quoi. Okay. Mais ça doit passer 20 minutes, quoi, au bas mot. 20 minutes d'échauffement, les gars. 20 minutes. Minimum, quoi. Après, y a des choses qu'on peut faire après avec de l'habitude, il y a des choses qu'on peut faire plus facilement sur le mur, et de ce fait-là, ça devient un peu... Pas de raccourci non plus, mais oui, effectivement. Mais ça, c'est au cas par cas aussi, j'ai envie de dire. Donc si on résume, si on a mal au coude, ça vient pas forcément du coude, ça peut venir de plein de choses. faut toujours, ça c'est un raccourci, mais c'est toujours plus 1 moins 1, quoi. Donc quand il y a une problématique de coude, faut vraiment aller voir le poignet, et il faut vraiment aller voir l'épaule. Parce qu'en soi, le coude il est là, et là il y a une articulation ici, il y a une autre articulation là, donc forcément... Il est entre deux zones qui font... Puis les cervicales aussi, parce que ça on l'a pas évoqué dans la vidéo, parce qu'on s'est focalisé sur les tendinopathies. Mais après, il peut y avoir aussi des problématiques plutôt... alors neuro, c'est un gros mot, mais pour résumer, un nerf qui coulisse pas bien dans sa gaine et qui peut donner des douleurs un peu irradiantes et à distance. Et des fois, ça peut se retrouver dans le coude, par exemple, ou voire même plus bas, vers la main. Et en fait, ça vient d'une problématique qui peut être cervicale, d'épaule, c'est les passages de nerfs, en fait. Ouais, c'est là où des fois, c'est difficile de savoir, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un peu partout, quoi. Mais c'est pas les mêmes signes. Voilà, on va retrouver d'autres signes. Et c'est pour ça que le diagnostic est important, aussi bien médical qu'au niveau de l'ostéo ou du kiné. Parce que ça, ce sera des choses à travailler. Ouais. Donc le résumé, si t'as mal, va voir un médecin. Faut poser le diagnostic. Pour poser un premier diagnostic. L'ostéo, il pourra être utile si ça fait trop mal, il pourra peut-être soulager un peu, mais ça suffira pas. Le kiné, il pourra aussi t'aider. On n'a pas parlé du kiné qui fait des massages, c'est fini apparemment cette zone-là, ce délire-là, les kinés ne font plus de massage, c'est fini, au revoir. Alors, oui et non, parce que le travail de tissu mou peut être effectivement aussi intéressant pour dire de détendre à distance. Par exemple, si la douleur elle est là, on peut travailler à distance. Okay. Comme on peut le faire au niveau du bras. Okay. Après, on va pas se mentir, un massage, ça fait du bien. Oui. Et si, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'une douleur à 8, si ça permet de descendre de 1, 2, voire 3 crans en dessous la douleur, on le prend au début. Ouais. Mais encore une fois, ça ne doit pas représenter tout le traitement parce que dans 2 ans, tu as encore mal. Si tu vas voir le kiné et que tu lui dis à chaque fois que tu as 8 sur 10, au bout d'un moment, il va arrêter de faire les massages aussi. Mais voilà, ça fait partie de des armes thérapeutiques du kiné. Ouais. Mais il ne faut pas que ça soit comme ça tout le temps, quoi. Il y a d'autres choses à faire. Il faut voir l'articulaire, il faut voir la mobilité, il faut commencer à recharger la structure pour qu'elle puisse encaisser du volume et éviter de faire mal. Voilà, il y a plein de choses à faire.
Ok. Un mot global pour un grimpeur qui a... Bon là, on a abordé plein de choses autour du coude, principalement, qui est l'articulation, souvent où on a des gênes, des douleurs. Bien sûr, tu retrouves ça un peu partout, la tendinopathie, épaules, genoux aussi, j'imagine, il peut y en avoir un peu. Enfin, un peu dans toutes les articulations, de toute façon, il y aura un tendon quelque part qui va faire que ça va pas être très... Dans la gestuelle du grimpeur, tu fais par exemple une lolotte ou un drapeau, des choses comme ça. Le genou va être chargé, et on va le solliciter. Donc forcément, genou, cheville, hanche. Ouais. Parce que pareil, je parlais de lolotte, si t'as pas de rotation interne, ça va être compliqué. Ouais. Mais la hanche, si t'as pas des lombaires qui sont mobiles, c'est pareil. On sera toujours aussi fort que son maillon le plus faible. Je sais pas si c'est un déficit quelque part va retentir sur le corps, sur la chaîne. La mobilité, la charge d'entraînement, l'hygiène de vie globale au final. Déjà, c'est trois. Tout ce qui rend fou, quoi. Enfin, voilà, si c'est déséquilibré, ça peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner, mais pas longtemps. Ça, c'est du coup le rapport antagoniste-agoniste. Du coup, on n'a pas trop abordé, mais ça reste aussi lié avec la partie renfo. Après, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il faudrait qu'on fasse une vidéo de 3 heures. C'est un peu ça. Donc, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoute-toi, entoure-toi de bonnes personnes. N'hésite pas à solliciter les professionnels de santé qui t'entourent. Parce que c'est important. Ils sont là pour ça. Si tu veux perdurer. On n'oublie pas la mobilité, on n'oublie pas le renforcement musculaire, on n'oublie pas la prévention, la récupération. Voilà, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez échanger sur un autre sujet. Et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, à bientôt. Ciao.